Bienvenue sur Ambition Publique, le podcast qui parle de la fonction publique et des meilleurs moyens pour réussir les concours. Cet épisode est un nouveau format, hors série, de rentrée, pour aider à aborder et à réussir son année de préparation au concours. Il est construit en complément de l'épisode précédent, puisque j'y explique déjà le concept et les raisons de cet épisode, avant de donner de manière exhaustive 5 conseils plutôt macro sur comment réussir son année de préparation. C'est l'épisode publié juste avant celui-ci, et je t'invite à l'écouter avant de passer à celui-ci. Alors, si tu continues la lecture, c'est que tu es prêt. Prenons ce temps nécessaire pour aborder cette fois-ci les 5 derniers conseils, des conseils plutôt micro, qui à mon sens ne peuvent être mis en œuvre réellement que pendant l'année de préparation au concours. Ces 5 conseils, les conseils 6, 7, 8, 9 et 10 sur les 10 conseils que je te donne, les voici. Le 6, travailler beaucoup pour couvrir tout le programme. C'est un travail sur le fond. Le 7e, veiller à ce que l'ensemble des connaissances que tu as acquises grâce au conseil numéro 6, tu puisses les restituer dans le format qui est demandé, si tu veux que ta copie soit lue et appréciée. C'est un travail sur la forme. Dans le 8e conseil, on reviendra sur comment connaître sa manière d'apprendre et de réviser, afin de trouver le meilleur rythme et d'être efficace tout au long de son année. 9e conseil, travailler en groupe. À plusieurs, on gagne d'abord du temps sur les fiches et sur la veille d'actualité. Surtout, on débloque quelque chose d'indispensable et impossible à faire tout seul, ce sont les entraînements blancs à plusieurs, où l'on pratique à la fois le rôle de préparationnaire et celui du correcteur, avec les démonstrations de ses camarades. Enfin, 10e et dernier conseil, penser et travailler les épreuves d'admission, ces épreuves du 2e tour, avant d'être rattrapé et de devoir maîtriser des épreuves du 2e tour dans un temps record qui ne permet souvent pas l'intégration, la bonne assimilation de ces connaissances, souvent à un moment où l'on est déjà un petit peu fatigué par le rythme effréné que l'on vient d'avoir tout au long de ta préparation au concours. Voilà ce qu'il en est pour ces 5 conseils que l'on va expliquer dans cet épisode. Premier conseil, on commence par quelque chose d'assez évident, mais on va surtout expliquer comment faire. Il va falloir fournir beaucoup de travail, carburer, tout en faisant attention un peu aux écueils lorsque l'on prépare de manière intense un concours et qu'on essaie d'absorber énormément de connaissances en un court laps de temps. Alors oui, il faut fournir beaucoup de travail, il faut un socle de connaissances, c'est évident. Vous ne pouvez pas passer les épreuves sans avoir couvert l'ensemble du programme, à quelque chose près. Ou alors dans ce cas-là, vous prenez des risques qui sont quand même assez élevés. Il faut cependant faire attention à ces matières fortes et ces matières faibles. Une première chose qui est déjà quand par exemple, on a fait du droit, on a un parcours plutôt juridique, on a fait l'université de droit et que l'on va pour les concours administratifs, il faut apprendre à se déconstruire. De la même manière, quand on a fait de l'économie et qu'on doit passer les concours avec une approche très littéraire de l'économie, vous devez aussi vous déconstruire. C'est-à-dire qu'on ne doit pas aborder l'épreuve de droit à l'INSP, à l'INET, de la même manière que l'on appréhende une disserte de droit à l'université. De toute manière, à l'université, on fait très peu de dissertations, ou en tout cas, on ne sait pas faire. On ne sait pas composer des dissertations qui sont intéressantes, qui développent une approche politique publique. C'est toujours des dissertations assez techniques sur un point très précis, alors que là, on vous demande justement tout à fait l'inverse, c'est-à-dire des dissertations générales, avec une vraie perspective historique, avec une mobilisation de plein de domaines différents, du droit administratif des biens, du droit administratif public des affaires, du contentieux administratif, bref, une sorte de mélange de plein de matières différentes pour rendre une dissertation dynamique et surtout qui met en avant une certaine culture juridique. Et ça, malheureusement, il est très difficile d'acquérir cette connaissance juste par son parcours universitaire, et donc l'un des écueils, c'est d'arriver en prépa concours et de se dire, moi, le droit, c'est simple, je connais par cœur, oui, d'accord, on a fait 5 ans de droit, on connaît le droit administratif, mais en fait, il faut quand même manipuler des manuels à destination des élèves de préparation concours qui n'ont pas fait de droit et voir vraiment cette méthode, cette approche un peu différente que l'on attend de vous. Et bien sûr, quand on identifie des matières faibles, moi typiquement c'était l'économie, il faut redoubler d'attention. Et donc j'écoutais un podcast quasiment tous les 2 jours
de BFM Business qui me permettait de comprendre un petit peu plus les enjeux économiques du moment. Je suivais 2-3 cours d'économie par semaine, un cours d'économie d'initiation, un cours d'économie magistrale par-ci par-là. Et bien sûr, j'avais manipulé quasiment tous les manuels d'économie pour essayer de prendre celui qui me semblait le plus intéressant. Mais ça, on y reviendra sur un des autres conseils dans ce podcast. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que la pente de la connaissance est assez haute et très raide. Il suffit de regarder l'arrêté du concours que vous visez, l'ensemble des domaines qui sont couverts quand on parle de droit, quand on parle d'économie, quand on parle de finances publiques par exemple. Ce sont des matières qui ont vraiment une densité intrinsèque. Vous ne pouvez pas faire du droit de toute manière sans avoir compris l'ensemble des différents acteurs publics. Il y a des parties qui se répondent et donc on peut avoir une réponse complète, globale, que si l'on a vu tous ces aspects. Au-delà de lire l'arrêté pour voir l'étendue du programme, une des manières simples aussi, c'est de suivre ce qu'indiquent les manuels et ce que vous indiquent vos enseignants en classe préparatoire. Ça vous permet de recenser les grands titres, les grands chapitres incontournables et d'organiser vos fiches en fonction. Attention, là je vous mets 2 warnings qui sont assez importants, que moi j'ai vécu. Quand on reçoit des fiches, quand on a la chance de recevoir des fiches d'une autre personne, d'une personne qui a passé les concours 2-3 ans plus tôt et qui a un stock de fiches assez important et qui ne s'en sert plus et qui vous les donne. Donc ça, ok, c'est super sympa, c'est super gentil. Ça vous permet déjà de commencer une préparation avec un socle de fiches assez bien faite, très certainement bien faite. Il faut faire super attention à ça. Parce que des fiches très denses, ça vous donne le tournis. Ça vous donne le tournis pendant plusieurs mois parce que vous vous dites, oula, j'ai des fiches, elles sont difficiles à utiliser parce qu'elles ont été conçues par quelqu'un d'autre que moi. Elles correspondent à un standard, à une approche différente parce que lui, il savait peut-être directement quand est-ce que les accords Bretton-Woods ont été signés et donc il n'a pas mis la date, par exemple, entre parenthèses. Alors que vous découvrez l'économie, vous n'avez pas la date et donc vous devez aller chercher cette information. Ça peut vraiment aussi vous induire en erreur parce que peut-être qu'il y a eu du zèle. Il y a des fiches qui sont beaucoup trop complètes, beaucoup trop denses. On explique le taux de chômage de 17 manières alors qu'une seule aurait suffi et aurait permis d'aller droit au but. Un autre risque, c'est d'avoir trop de livres différents sur une discipline. Et donc trop de fiches qui viendraient restituer tout ce que ce manuel a annoncé. Il faut prendre un manuel, l'explorer, le regarder, voir ce qui vous convient, picorer seulement ce qui vous convient, aller chercher dans d'autres manuels les parties qui manquent, ou alors se fier à un seul manuel. C'est comme vous voulez, mais je vous donne plusieurs exemples. En droit, le livre de Stern et Aguila, droit public français et européen, est un totem du droit administratif. C'est vraiment le droit administratif au concours. Si on ne lit que celui-là, c'est suffisant, il couvre l'ensemble du programme, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Par contre, en économie, là, tout de suite, vous en avez plus. Vous avez plus de livres, aucun n'est parfait pour les concours, et donc il va falloir picorer, prendre le meilleur de chaque. Le Benassi Carré, qui est un des livres du nom de son écrivaine Agnès Benassi Carré, est très dense sur l'explication des théories, très profond, utile quand on découvre l'économie, mais un de ses angles morts, c'est que sur les politiques publiques, il n'y en a que quelques-unes et leurs limites et les recommandations sont assez légères par rapport à un autre manuel, qui est le manuel de Le Barfetti, pareil du nom de son auteur, qui lui, s'il a le défaut d'expliquer très vite les théories, a en tout cas le mérite de donner des politiques publiques assez récentes avec leurs pendants, leurs limites et leurs recommandations. Donc quand on découvre l'économie, le conseil que je donnerais, ce serait de picorer dans le Benassi Carré plutôt la partie théorie fait et d'aller chercher dans le Barfetti la partie plutôt prospective. De mon côté, moi j'ai fait l'erreur d'acheter le Barfetti la première année et de ne ficher que celui-là. Il y avait 11 chapitres, ça me faisait 11 fiches, 10-12 pages à peu près, et j'avais fiché ce manuel. Sauf que, n'ayant pas forcément une connaissance très précise en économie, en tout cas je n'étais pas aussi à l'aise qu'avec le droit, je me suis retrouvé très vite incapable d'utiliser ces fiches. Donc j'avais passé 2 mois à ficher ce bouquin avec, entre autres, pendant les 2 mois j'avais fait autre chose, mais j'avais avancé sur ce manuel et
les fiches m'étaient inutilisables parce que j'étais incapable d'expliquer par exemple le modèle de Mundell-Fleming sur les systèmes monétaires optimaux, alors que dans le Bénéfice carré, là, on a 3 pages dessus. Ce que j'ai fait, du coup, la deuxième année, j'ai changé mon approche, j'ai retenu 10-12 chapitres d'économie, politique budgétaire, politique monétaire, les inégalités, la politique fiscale. Et je me suis constitué des fiches à partir de mes cours, à partir du manuel Bénéfice carré et à partir du Barfetti. Et ces manuels, en général, vous les trouvez en bibliothèque, vous n'êtes pas obligé de les acheter. Ou en tout cas, si vous les achetez, vous pouvez les acheter d'occasion aussi à d'anciens préparationnaires. Ou en tout cas, si vous les achetez neufs, vous pouvez les revendre l'année suivante. Ce sont des intemporels. Et donc, j'ai retravaillé mes fiches pour n'avoir que 10 pages sur chaque thématique. Et là, j'ai vraiment retiré plein de passages qui ne me servaient à rien, parce que j'avais des théories qui étaient quasiment impossibles à expliquer, j'avais des théories qui étaient trop niches. Moi, ce qui m'intéressait, c'était d'avoir vraiment l'essence même de l'économie, de manière simple, synthétique, et toujours en 5 sous-parties. Première partie, définition et enjeux. Deuxième partie, faits. Troisième partie, théorie. Quatrième, politique publique. Et enfin, cinquième, recommandation. Et vraiment, ça m'a sauvé, parce que l'économie, c'était pas du tout mon point fort. Et d'aller piocher des éléments de cours où j'étais à l'aise avec ce que le prof avait expliqué, des éléments, je me souviens très bien d'avoir constitué la politique fiscale avec un des cours à Sciences Po de Pisani-Ferry, qui nous avait donné des éléments super intéressants, et donc j'avais picoré là-dedans, et j'avais vraiment remplacé des choses qui étaient données dans le Barfetti et qui me semblaient très difficiles à expliquer. Et ça m'a permis vraiment de me concentrer sur l'essentiel. Parce qu'encore une fois, l'économie, c'est qu'une des épreuves au concours. Il y a d'autres épreuves, donc vous ne pouvez pas vous faire un an d'économie à 200%. Vous devez faire aussi de la culture générale, vous devez faire aussi des questions sociales, des finances publiques, les questions territoriales quand vous faites l'INET par exemple. Donc se satisfaire de 10 grosses fiches de 10 pages chacune, ça peut constituer vraiment une première bonne base. Ce qu'il faut retenir un peu de ce conseil, il faut beaucoup bosser, beaucoup travailler, c'est que il faut faire des fiches personnelles, ou alors des fiches en écurie, mais en tout cas, vous partagez la même approche avec des personnes, mais en tout cas de ne pas se satisfaire uniquement de fiches qui ont été envoyées par quelqu'un d'autre et qui les a fait 1 année, 2 ans avant vous. Donc ça passe aussi par des fiches bien sûr à jour. Les sujets de politique publique, les sujets évoluent assez vite. Moi, quand je passais le concours de l'ENA en 2019, c'était la crise des Gilets jaunes. L'année suivante, c'était la crise sanitaire. Et la crise sanitaire, ça a vraiment redistribué les cartes sur l'enjeu de la souveraineté industrielle, la souveraineté économique, la souveraineté tout court. Et aujourd'hui, on est encore à d'autres enjeux de politique publique. Donc il faut vraiment prendre le pouls de son année et de le reprendre dans ses fiches. C'est dur, c'est stressant, mais une fois qu'elles sont finies, ces fiches-là, eh ben, ça fait du bien parce qu'on peut basculer sur la partie apprentissage. Et donc pour finir ce conseil numéro 6, vraiment sur le calendrier, quand on commence une préparation de septembre à septembre, ce que je vous conseille, moi, c'est d'avoir un premier temps de consolidation des fiches, de réalisation de ces fiches-là, pendant 6 mois à peu près, jusqu'au premier concours blanc. Concours blanc en général, selon les préparations qui tombent en février. Donc là, il faut vraiment avoir fourni 80% du travail sur les fiches. On sait qu'on aura, on sait qu'on aura quelques chapitres qu'on n'aura pas vus. Moi, par exemple, en février, je n'avais pas vu la politique fiscale, mais parce que ça arrivait un peu plus tard dans l'année de préparation concours. Et donc, je me suis dit, bon, l'économie, j'ai quasiment tout vu, sauf 1 ou 2 aspects que je traiterai en avril. Il faut vraiment que dans son année de préparation, il y ait une sorte de couperet pour basculer dans une autre approche, l'apprentissage des fiches, et d'aller chercher un petit peu les éléments croustillants, les petites choses novatrices, lire les derniers rapports. Moi, par exemple, les rapports du Conseil d'analyse économique ou les rapports France Stratégie étaient assez intéressants et j'avais vraiment pu m'y mettre que lorsque les premières parties de mes fiches en économie étaient faites, les 4 premières parties, ce qui me permettait de basculer sur une partie plus prospective, tout en revenant, lorsque je découvrais ces rapports, sur les premières parties. Septième conseil, le concours, ce n'est pas que du fond. Alors c'est marrant parce que je viens de vous expliquer qu'il fallait fournir beaucoup de travail sur le fond, d'avoir des fiches consolidées, d'avoir des
vraiment des fiches à jour, propres, qui vous conviennent. Mais ce n'est pas que ça. Je dirais même que 50% du concours, c'est du fond, 50% c'est de la forme. Même plus encore, avec des connaissances brutes, avec du fond, vous pourrez avoir 8. Avec des connaissances mises en forme correctement, avec un respect de la méthode, vous pourrez aller chercher les notes supérieures, 10, 12, 13, voire plus. En fait, c'est tout simple. Il y a beaucoup de candidats, il y a beaucoup de copies, il faut un formalisme, il faut respecter une certaine manière de disserter, il faut respecter une certaine manière de faire une note de synthèse. Si vous ne respectez pas ça, c'est déjà éliminatoire. On ne va pas s'embarrasser d'un candidat qui n'a pas compris les attendus de l'épreuve. Et les attendus de l'épreuve, c'est surtout de la forme. Comment on comprend ce qui est attendu, comment on comprend la forme? Eh bien c'est tout simple. D'une part, vous allez avoir forcément des cours de méthodologie dans vos préparations au concours. Que ça soit en externe ou en interne, vous aurez forcément de la méthodo. C'est super important. Donc là, on va vous expliquer de manière assez précise comment on construit une dissertation de droit, avec son introduction, son 1A, son 1B, son 2A, son 2B, toujours respecter ces canons-là. Ensuite, cela va passer par de l'entraînement. Vous allez vous confronter à la réalité des examens, vous allez les faire en conditions réelles, et vous allez vite voir si votre copie correspond aux attendus. Si votre style administratif que vous allez développer, que vous allez améliorer au fil des copies, correspond aux attendus. Si votre graphie est lisible. Moi, ça a vraiment été un sujet. Je suis arrivé à la première année, je pensais que le simple fait de finir une copie en 5 heures justifiait que l'on puisse écrire avec une graphie un peu variable. Bah non, pendant un an, quasiment 3 copies sur 4, j'avais le droit à la remarque, votre graphie est illisible. Et la deuxième année, j'ai compris qu'il y avait un enjeu là-dessus, un enjeu de sympathie du correcteur à mon égard, un enjeu aussi de compréhension, et d'ambiance un peu chaleureuse où quand votre copie ressemble à quelque chose d'un peu plus élégant, qui n'a pas du blanco partout, qui n'a pas des ratures, bah, tout de suite ça met en condition un petit peu le correcteur pour être un peu plus clément à votre égard. La forme, on l'acquiert donc comme je vous l'ai dit en s'entraînant. Donc en s'entraînant, ça veut dire de faire tous les examens en conditions réelles. Bénéficier vraiment à fond des possibilités qui vous sont offertes par vos classes préparatoires pour réaliser les examens en conditions réelles. Que ça soit le samedi ou chez vous, vraiment, ne loupez quasiment aucun concours blanc. C'est déjà une première étape vers l'apprentissage de la forme et du fond. Aussi, en lisant des rapports administratifs, en lisant des rapports de jury, en regardant avec attention les remarques sur votre copie, pourquoi vous avez eu 12, pourquoi vous avez eu 8, pourquoi vous avez eu 16, cela va vraiment vous permettre de voir ce qui plaît, ce qui correspond aux attendus, en lisant les copies de vos collègues, de vos camarades, de votre écurie, on y reviendra plus tard, ça va vraiment vous permettre de vous enrichir sur cette mise en forme des copies. Et vraiment, j'ai envie d'insister sur ce conseil numéro 7 parce que la deuxième année, pour moi, ça a vraiment été le moment où je me suis concentré sur la forme. J'ai passé une année entière, la première année de concours, à apprendre énormément de choses, même si je n'avais pas forcément de fiches absolument constituées, mais j'avais quand même bourriné, j'avais une approche assez bulldozer, et je me suis rendu compte que ça ne suffisait pas du tout pour les épreuves, mais je m'étais entraîné. Et la deuxième année, je me suis concentré sur cette recherche de la bonne dissertation, cette recherche de la bonne copie, de la copie moyenne dans le sens d'excellent dans la médiocrité, une copie satisfaisante, une copie qui correspond au canon. Cela passe par toujours un grand 1 A avec deux sous-parties, donc un grand 1 A, un grand 1 A1, un grand 1 A2, un grand 1 B1, un grand 1 B2, etc. De faire attention dans l'utilisation des références de culture générale, de bien les mettre dans les phrases, de les associer de manière élégante. Pareil pour les arrêts de droit administratif, d'avoir des introductions qui sont efficaces, très 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 efficaces. C'est super important d'avoir une introduction qui est bonne, excellente, parce que le correcteur, quand il a 400 copies à corriger en 3 semaines, il ne va pas s'attarder de regarder dans le détail le 1B2 et de le lire en entier, il va surtout lire l'introduction en entier, donc il faut absolument avoir une introduction parfaite et donc être un expert des introductions.
Une des manières simples d'ailleurs de construire son introduction, c'est de faire une amorce, un paragraphe définition des sujets, et ensuite, troisième paragraphe 1A, quatrième paragraphe 1B, cinquième paragraphe 2A. L'objectif, c'est de couper le suspense et de montrer assez vite ce que l'on va dire dans la copie. Et donc on peut l'illustrer en mettant nos meilleurs arrêts, nos meilleurs exemples, nos meilleures références, parce qu'on est sûr que le correcteur, il va lire cette partie-là, et donc s'il voit quelque chose d'assez intelligent, d'assez intéressant, il va très vite se mettre dans une disposition pour mettre une bonne note. Et bien sûr, après le paragraphe sur le 2A, on ne met pas en général ce que l'on va dire en recommandation, ce qu'on va proposer. C'est plutôt grâce au 2A où on dit justement les limites, les points de tension, les enjeux assez forts. On annonce la problématique, puis on annonce le plan. Et pitié, ne faites pas dans quelle mesure sur une problématique. C'est quelque chose qui est totalement à bannir. Par contre, ce qui se fait souvent, c'est de dire dès lors, virgule, et là on met sa problématique. Voilà ce que j'avais à dire un petit peu sur la forme. C'est vraiment très très important de ne pas la laisser de côté, encore plus quand on double son année de préparation, parce que cela vous permet de faire la différence. Huitième grand conseil, huitième grand principe, c'est de se connaître, de savoir comment on révise, comment on apprend. Quand on arrive à ce niveau de préparation au concours, quand on arrive à ce niveau attendu d'apprentissage rapide de beaucoup de connaissances, je vous l'ai dit, la pente est haute et raide, mais elle est super intéressante d'un point de vue des connaissances. Il faut savoir comment on peut accumuler, comment on peut enregistrer ces données-là le plus rapidement possible et surtout sur le long terme. Je me souviens encore, on est en 2023, je me souviens encore des références de culture générale que j'ai apprises en 2020 parce que je les ai apprises sur le long terme et aussi parce que ça m'intéressait et que aujourd'hui elles me sont mobilisables sur des sujets. Sauf que si je les ai retenues, c'est parce que je savais quelle était la meilleure manière pour moi de les apprendre. Ça suppose donc de se connaître. Est-ce qu'on a une mémoire auditive? Est-ce qu'on a une mémoire visuelle? Est-ce qu'on a plutôt une mémoire dans le fait de réciter à l'oral ses connaissances? Est-ce qu'on a une mémoire plutôt dans l'écriture, dans la restitution sur une feuille? On prend une page blanche et on le fait. Vraiment, il faut que vous connaissiez et donc il faut tester plusieurs choses, plusieurs manières. Et vous voyez ce qui vous convient, vous en combinez plusieurs et vous capitalisez là-dessus. Alors ne vous sentez pas obligé quand vous parlez avec vos camarades de préparation concours, parce que comme je vous l'ai dit, il ne faut pas s'enfermer. Quand vous découvrez comment eux ils révisent, ne vous sentez pas obligé de faire comme eux. Si vous n'avez aucune mémoire auditive, n'allez pas en cours. Si vous avez un peu de mémoire auditive, allez en cours parce que c'est toujours intéressant en plus d'avoir en début de cours de l'actualité, des éléments un petit peu nouveaux qu'on n'a pas dans les manuels. Mais bon, si vous n'avez aucune mémoire auditive, ça paraît compliqué. Il faut vraiment optimiser son temps. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que ne vous sentez pas obligé d'aller à tous les cours de l'année. Prenez que ce qui vous intéresse. Si vous allez à un cours et qu'en fait vous vous rendez compte que vous avez déjà fiché ces choses-là 3 jours plus tôt et que le prof se contente de reprendre ce qui est dit dans un manuel ou ce qui est dit dans un rapport, et malheureusement, s'il n'apporte aucune plus-value, et ça peut arriver, et dans ce cas-là, partez. Partez, ça sert à rien de rester 1h30, de prendre des notes et de perdre ce temps-là. Nécessairement, ça ne fera pas forcément plaisir à l'enseignant de prépa, mais avec un peu de recul, l'enseignant pourra aussi se dire oui, chacun vient aussi prendre ce qu'il veut dans les cours, et si ça ne correspond pas à ce que la personne veut, très bien, soit, on s'en va. On peut aussi découvrir de nouvelles manières d'apprendre. Moi, c'est le cas, et j'en ai parlé justement sur Anki, sur le mécanisme des flashcards, où on va vraiment travailler sa mémoire active, on va être en éveil et où on va pouvoir se mesurer constamment est-ce qu'on a la réponse aux questions. C'est quelque chose que j'ai découvert sur mon année de préparation et que j'ai su faire après en deuxième année et sur ma troisième année de prépa, plus par bribes. Juste sur quelques éléments où j'avais du mal à apprendre, je me suis dit, très bien, je les bascule dans mon logiciel de flashcard et je révise comme ça. Parce que je savais que c'était pertinent pour moi, pour apprendre de manière efficace, ces quelques éléments que je n'arrivais pas à retenir par la simple lecture de mes fiches. Un conseil peut-être d'ailleurs sur comment réviser, comment apprendre, il faut bien sûr capitaliser sur comment vous fonctionnez, mais un grand conseil que je peux vous donner, c'est de travailler sur l'ordinateur.
Travaillez sur l'ordinateur vos fiches parce que vous allez forcément les modifier pendant votre première année de prépa, voire peut-être votre deuxième année quand vous les reprendrez. Et il n'y a rien de pire que de faire des fiches à la main et de ne pas avoir de place pour les modifier, de ne pas pouvoir faire un bon vieux contrôle F, rechercher un mot-clé dans des fiches qui font 200 pages. Ça, c'est toujours... ça sauve, vraiment, ça sauve quand on peut se dire « Ah mince, Arcelor 2007, 2008, à quoi il fait référence, dans quelle partie de cours je l'ai vu ?» Très bien, CTRL F, Arcelor, et voilà, on retombe sur le principe d'égalité et la conformité avec le droit de l'Union européenne. On retrouve ces éléments assez rapidement, alors que sur des fiches écrites, vraiment, ça fige et ça rend compliqué l'apprentissage. Par contre, moi, ce que je faisais, c'était, une fois que j'avais mes fiches sur l'ordi qui étaient stabilisées, je les imprimais, et ensuite, j'écrivais 2-3 trucs à côté sur une feuille qui me permettaient d'apprendre, parce que j'avais un peu de mémoire aussi par la main, par l'écriture. Comment on apprend, comment on révise? On peut aussi, bien sûr, lire les journaux, scroller un petit peu le Figaro, Le Monde, les Échos. Alors les Échos, c'est vraiment l'actualité économique par excellence, alors que Le Monde, c'est plutôt un journal qui va vraiment vous informer de manière plus globale, que ce soit sur la culture générale, sur les questions internationales, sur les grands enjeux du moment. Je ne vous conseille que trop bien de lire Le Monde. Ça correspond pile poil à ce qui est attendu. Alors par contre, ce n'est pas à lire l'ensemble du monde de l'édition quotidienne tous les jours, c'est plutôt de regarder les quelques articles qui peuvent être intéressants et par-ci par-là de se tenir au courant. Mais c'est au stade des oraux où là par contre, 2 semaines avant son grand oral, c'est très fortement recommandé de lire Le Monde parce que c'est là où on va piocher parfois des questions de culture générale, des questions de positionnement. Donc on peut les anticiper. Savoir comment on révise, savoir comment on apprend, c'est aussi savoir quand on a besoin de repos. C'est aussi s'écouter son corps, ses moments de fatigue. Ça rejoint le conseil numéro 4 que je vous donnais sur le fait que ça allait pas être facile tous les jours et qu'il fallait prendre des pauses, mais même des pauses dans le quotidien. Moi, j'étais adepte de la pause post-repas. Tout simplement, quasiment tous les jours, quand j'étais en bibliothèque, entre 14h et 16h, j'avais toujours un moment où j'étais un peu fatigué. Et donc, au lieu de combattre mon appel de la sieste, je coupais mon téléphone, je mettais la tête contre la table et je dormais 20 minutes. Ça peut paraître un peu futile, mais derrière, je pouvais enchaîner la journée de travail jusqu'à 20h, 20h30 en bibliothèque et être en pleine forme, alors que si je n'avais pas fait cette pause reposante, j'aurais sans doute forcé sur mon corps pour rester en concentration et j'aurais été plus fatigué à la fin de la journée. Bon, ma conclusion, c'est qu'il ne faut vraiment pas lésiner sur les siestes. Les petites siestes de 20 minutes, c'est vraiment salutaire. Encore pire, quand j'étais en prépa chez mes parents à la deuxième année, je faisais une pause le matin à 11h, une sieste de 20 minutes à 11h et une sieste à 15h. Ça peut paraître excessif, mais en fait, comme je bossais entre à peu près 10 et 11 heures par jour, parce qu'en gros, je travaillais vers 8h30, 9h, j'avais une pause le midi de 3 quarts d'heure au grand maximum, et je bossais jusqu'à 20h, 20h30, et derrière, un petit peu, parfois, quand j'étais en retard, je bossais le soir après manger. Ça me permettait, ces 2 siestes, de vraiment tenir et d'équilibrer ma journée. Bon, ça voulait peut-être dire que je dormais pas assez aussi, mais en tout cas, je n'arrivais pas à avoir un rythme différent. Et donc, au lieu de combattre, je m'écoutais et je me reposais. Si vous aimez le contenu, n'hésitez pas à vous abonner pour rester informé des futurs épisodes. Neuvième conseil, et c'est encore une fois un conseil que je pense ultra important, c'est le fait de travailler en groupe, travailler en écurie. Une année de préparation, c'est assez lourd, c'est assez long. Alors travailler tout seul, franchement, ça donne pas envie du tout. Par contre, avoir 2-3 personnes avec qui on peut partager, avec qui on peut aller encore plus loin dans le détail sur ses fiches, sur ses révisions, et qui partagent la même année, les mêmes ambitions, les mêmes difficultés, ça peut vraiment vous sauver en termes de motivation, en termes de discipline. Discipline parce que quand eux vont aller réviser à la bibliothèque le dimanche, et que toi, tu seras un petit peu en difficulté de motivation, t'auras peut-être pas forcément envie parce qu'il fait très beau et qu'on t'a proposé un plan sorti, et ben non, ça va te rappeler que oui, il y en a qui révisent le dimanche et qu'il faut y aller.
Et encore plus si jamais tu y vas avec eux, ce qui permettra peut-être de passer ce moment un petit peu plus facilement. Alors, constituer un binôme, une écurie, c'est aussi difficile parce qu'il faut trouver les bonnes personnes, trouver des personnes qui sont complémentaires, ne pas forcément prendre son meilleur ami avec qui très facilement on va dévier pour aller boire des bières en terrasse. Il faut prendre des personnes qui sont donc forcément sérieuses, qui veulent vraiment ce concours, qui sont d'accord sur le principe, qui sont convaincus de l'intérêt de rendre collectif la préparation, qui veulent partager avec vous tout ce qu'ils apprennent de novateur, de la petite info croustillante qui vient de sortir, le dernier rapport. Même si, attention, il ne faut pas tomber dans un écueil, et moi j'en ai entendu parler quand j'ai discuté avec des préparationnaires qui avaient loupé leur année de concours, il ne faut pas tomber dans la compétition au sein de son écurie. Il ne faut pas tomber dans ah oui, est-ce que vous êtes au courant de la dernière théorie d'Olivier Blanchard, économiste? Et là tout de suite, quand son camarade d'écurie nous dit ça, et qu'on ne le sait pas, ça nous met en difficulté, on se dit ah mince, il faut peut-être le savoir, il faut peut-être être au courant. Il ne faut pas que ça se transforme en quiz qui a la plus grande connaissance de l'économie et qui se tient un jour et qui est le meilleur. C'est vraiment pas ça. Par contre, de faire de la veille, par exemple, de faire de la veille active par domaine, et ça on en parlera aussi dans des épisodes, notamment avec Alexis Gohin du Conseil d'État, c'est de se répartir le travail. Il y a entre 5 et 10 épreuves assez importantes au concours, et donc on va se partager la veille. Pendant 2 semaines, c'est moi qui vais veiller en droit, pendant que l'autre veillera en économie, pendant que l'autre veillera en finances publiques, et pendant que la dernière personne veillera, elle, en questions sociales. Et en anglais, par exemple. Ça vous permet de partager cette étape un peu difficile, qui est de se tenir au courant dans toutes les disciplines tout au long de l'année, et cela vous évitera de passer à côté d'une information importante. Donc avoir un binôme, une écurie, c'est vraiment important au-delà de l'aspect motivationnel permanent. Ça permet d'être aussi plus performant sur la veille d'actualité et surtout, ça permet de s'entraîner. S'entraîner, ça veut dire de faire des calls, ce qu'on appelle des tests un peu à l'oral où on va se donner des sujets. Moi, c'est typiquement ce que j'ai fait la deuxième année. Toutes les semaines, à partir de janvier, on s'était constitué un groupe entre redoublants et on faisait des tests 1 voire 2 fois par semaine. Plus la prépa avançait, plus on en faisait de manière régulière. Et on se disait, bah tiens, mardi soir à 19h, on fera du droit. On se pose. On le faisait à distance en plus parce que, bon, Covid obligé. On se donne des sujets. On est 3, 4. Chacun choisit un, voire des personnes choisissent le même sujet. Et on se donne 30 minutes pour brainstormer et pour faire une sorte de copie, un plan détaillé. Une introduction un petit peu à grands traits et un plan détaillé que l'on présente en 10 minutes top chrono. Avec bien sûr de manière exhaustive, on donne les chiffres qu'on mobilise, on donne les arrêts, etc. Et à la fin de cet exposé, on critique notre camarade, donc on critique toujours dans la bienveillance, mais on critique quand même ce qu'il a fait. Il a pu passer à côté d'un aspect du sujet que l'on a vu et qu'il semblait pourtant important de traiter. On peut le féliciter parce qu'il a appréhendé le sujet d'une manière assez originale. On peut comparer. Voilà, il faut vraiment lui faire un retour exhaustif, critique, sur sa prestation pour que lui s'améliore. Et en s'entraînant à faire de manière régulière, en une demi-heure, des intros, plans détaillés, ça vous permet vraiment d'être une machine à épreuve, une machine à concours. Et ça, c'est un point super important. D'être capable sur n'importe quel sujet, en une demi-heure, de présenter un exposé de 10 minutes et d'être assez solide sur les références mobilisées, assez solide sur la réflexion problématique, sur l'avancement d'un sujet. Donc les premières fois, ce sera toujours un peu difficile, mais ça vous donnera vraiment une méthodologie, une habitude. Et quand il sera le moment de passer le vrai concours, le vrai examen en 5 heures, en 4 heures, ça sera tout de suite plus simple parce qu'on aura plus de temps. On aura 1 heure 15 pour faire le brainstorming, rédaction d'un brouillon de plan, voire même d'une introduction. Ça, bon, on pourra y revenir peut-être un peu plus tard dans un épisode dédié à comment construire une dissertation, comment par épreuve. Mais en tout cas, d'avoir su faire en une demi-heure top chrono quelque chose de plus ou moins solide, quand vous doublez le temps tout de suite, c'est plus simple. Donc cette mécanique de faire des calls régulières, surtout quand on est à 3, 4
Et ben on ne va pas inventer une excuse en disant ah non mais mardi soir à 19h, j'ai pas trop envie. Bah non en fait quand il y a 3 autres personnes qui eux avancent sur le programme, se font un test, font du droit et que si on le fait pas, le droit ça sera dans un mois lors du roulement des épreuves. Non non non, ça va nous permettre vraiment de donner de la discipline et d'y aller régulièrement. Et quand on ne le fait pas avec ses amis, on a encore moins tendance à se défiler. On a une sorte de rigueur qui vient naturellement. Et parfois, le rythme qui est imposé par son écurie, par le groupe de travail, peut rentrer en contradiction avec son rythme personnel de préparation concours. Moi, ça a été mon cas. La deuxième année, on était 4. On a vraiment fait d'école tout au long de l'année, à partir de janvier jusqu'à fin août. En juillet, on augmentait vraiment, on était limite à 2 voire 3 cols par semaine. Et à partir du 10 août, on en faisait une chaque jour, en respectant un petit peu le sorte de concours blanc, voilà, droit le premier jour, économie le deuxième jour, etc. Et il se trouve que moi, je me suis imposé, et comme je vous l'ai conseillé, 3 jours de repos avant le concours, et j'ai vraiment arrêté vendredi matin. Mais vraiment, vendredi matin, j'en pouvais plus, j'étais fatigué, et j'ai décidé de ne pas suivre mon écurie, qui elle, continuait à faire des sujets d'école le vendredi, le samedi, et même le dimanche matin. Moi, j'ai totalement refusé, parce que ça ne correspondait pas à mon rythme, et je ne me suis pas laissé embarquer, parce que ça me semblait beaucoup trop intense à la veille du concours, voire même contre-productif. Et donc tout ça pour dire vraiment que une écurie, c'est bien, ça vous donne vraiment de la méthode, de la discipline, mais il faut aussi savoir caler son année de préparation avec le groupe. Et enfin, un des conseils qu'on avait pu me donner quand on fait une écurie qu'à 2, notamment, c'est de prendre quelqu'un qui a une autre approche de l'apprentissage. Et cette personne qui m'a donné ce conseil avait eu ce mot un petit peu fort qui était qu'elle se définissait comme une personne assez confiante, pas forcément studieuse, plutôt tendance à sortir et à réviser au dernier moment. Et elle s'était mise en binôme avec une personne très stressée, qui révisait énormément et qui n'était pas confiante à l'oral. Et donc, un peu à la manière des opposés s'attirent, les deux s'étaient apportés de manière complémentaire les points forts pour compenser les points faibles. Donc ça peut être intéressant de l'avoir en tête lorsque, au début de l'année, tu vas essayer de trouver un partenaire, voire des partenaires de prépa concours, d'essayer de voir un petit peu les synergies. Enfin, 10e principe, 10e grand conseil que je peux donner, c'est de penser aux épreuves d'admission dès le début de l'année de la préparation concours. Souvent, on a tendance à se focaliser sur les écrits parce que forcément, c'est le premier tour, ce qui demande parfois beaucoup de bachotage. Les programmes sont denses, donc on va vraiment se concentrer que sur ces épreuves-là. Mais souvent, ce que l'on oublie, c'est qu'il y a une sorte de deuxième concours lorsque l'on accède aux épreuves d'admission, quand on accède aux oraux. Limite, les cartes sont rebattues. Moi, quand j'avais été admissible à l'ENA, 40% des personnes qui étaient dans la deuxième partie des notes aux écrits avaient réussi à basculer à la suite des oraux dans la première partie. Donc il n'y avait aucun caractère figé, et même une personne qui était classée 86e admissible aux écrits avait réussi à rattraper le retard et à basculer dans les 40 premiers. Donc ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il faut penser, bien sûr, aux épreuves orales dès son année de préparation. Qui plus est quand il y a de l'anglais aux épreuves et que l'on n'est pas anglophone. Moi, c'est vraiment un sujet pour moi, et on y reviendra dans un épisode que je vais essayer de monter avec 2 personnes qui nous conseilleront vraiment sur l'anglais, comment on révise l'anglais au concours. J'y apporterai aussi mes éléments, bien sûr, mais l'anglais, ça ne s'improvise pas, et on ne peut pas en 3 semaines devenir anglophone ou reprendre un bon niveau en anglais. Surtout qu'en plus, l'anglais, ce n'est pas juste d'être capable de parler en anglais, mais c'est aussi de parler de la civilisation, de parler des politiques publiques. Et donc ça dépasse la seule souplesse, la seule fluidité de la langue. Ça ne se révise pas au dernier moment. C'est pareil pour le grand oral, d'une certaine manière, où vous allez devoir exposer votre motivation, même si la notice, on la rédige qu'à la fin, que lorsque l'on prépare vraiment les oraux, il faut quand même tout au long de son année se demander pourquoi,
Et si vous avez bien écouté, bien sûr, le conseil numéro 1, être capable de défendre un projet. Forcément, lorsque l'on commence la première année de préparation concours, toujours plus compliqué de dégager du temps pour réviser ces matières d'admission. Mais cependant, il faut vraiment y penser parce que tout ce que vous prenez en note en cours, tout ce que vous apprenez, vous avance partiellement lors du moment où vous allez avoir 1 mois et demi, 2 mois pour réviser les épreuves orales. Moi, j'avais pris un cours de questions internationales qui était plutôt orienté sur le Quai d'Orsay, donc assez exigeant, assez soutenu. Je l'avais suivi aux 3/4 et ça m'a permis de picorer par-ci, par-là des petits éléments, de me rendre compte que certaines personnes étaient très 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 motivées et connaissaient des détails qui me semblaient moi futiles. Je sais pas, le modèle du missile américain, le modèle du missile russe. Bon, ok, c'est trop de détails, mais ça permet de faire une sorte de petite pause aussi, un peu intellectuelle dans sa semaine où on révise que les écrits, et de rester en éveil sur l'actualité des questions internationales, des questions européennes, mais ça peut être aussi l'actualité des questions sociales, des questions territoriales quand on passe d'autres concours. Ce n'est vraiment pas inutile. Et bien sûr, je ne conseille que trop bien lorsque on est contraint de repasser une deuxième année de préparation concours. Là, encore plus d'accentuer sur les épreuves d'admission. D'autant plus que normalement, si on repasse une deuxième année de préparation concours, ça veut dire qu'on a déjà passé ce battement entre les épreuves écrites fin août, si on prend l'exemple de l'ENA, et les résultats mi-octobre. On a déjà passé ces 6 semaines de préparation des oraux, et donc on est un peu plus frais, on est un peu plus costaud intellectuellement pour aller en cours et là picorer encore plus que ce qui nous intéresse. Et enfin, assister à des enseignements d'oraux, ça peut vous donner des informations importantes lorsque vous passez les écrits. Par exemple, en question européenne, nous on avait vu les finances publiques européennes et les implications pour les finances publiques nationales. Ça faisait écho avec notre cours de finances publiques nationales. Ça se complétait. Ce n'avait pas forcément la même approche, mais en tout cas, ça se complétait. Ça permettait de mieux comprendre ce chapitre. Voilà, j'en ai fini avec ces 10 grands conseils sur les concours. J'ai essayé d'être exhaustif, d'illustrer avec des anecdotes pour rendre ça un peu plus croustillant et parlant. Bien sûr, on pourrait ajouter 10 autres conseils supplémentaires, on pourrait être encore plus exhaustif sur certains sujets, comme l'anglais, comme sur les manuels, sur la motivation, bref, il y a plein de choses qui auraient pu être ajoutées, mais bon, il faut quand même que ça reste digeste et audible. Donc j'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas, bien sûr, à en parler autour de vous, à le partager, toujours dans cette logique, bien sûr, de ne pas rester isolé dans son année de préparation, de partager avec ses camarades, ses concurrents, mais avant tout ses camarades. Ils vous donneront bien sûr des éléments en échange et ça vous grandira collectivement. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner à la plateforme audio sur laquelle vous écoutez l'épisode, à noter le podcast, à laisser un avis, à me suivre sur Instagram et LinkedIn. Je publie régulièrement des contenus aussi un petit peu décalés sur Instagram pour rendre un peu plus croustillant et un peu plus motivant l'année de préparation. Vous pouvez aussi me soutenir bien sûr sur Tipeee pour continuer à produire des épisodes. Et enfin, comme d'habitude, n'oubliez pas, votre ambition pour la fonction publique ne fait que s'enrichir. Donc continuez à vous renseigner et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.